Et voilà, je continue ma réflexion sur le 11 septembre. J'avais commencé par expliquer un petit peu l'historique de comment j'avais vécu ça, comme beaucoup d'entre vous, et puis évidemment quelques-unes de mes théories qui ont en fait aucune importance puisque je n'ai pas de preuves et je ne suis pas inquiéteur. Et en fait, je ne m'intéresse pas plus que ça aux causes. Je suis intimement convaincu de mes théories ou de quelque chose de similaire, tout comme finalement aujourd'hui, on le saura peut-être un jour ce qui s'est passé, tout comme aujourd'hui on a une très très bonne, en fait, une très très bonne approximation précise, si je puis dire, utiliser ce paradoxe de ce qui s'est passé pour l'assassinat de Kennedy, qui est très proche finalement de la thèse que montre au cinéma euh, Oliver Stone, un des meilleurs réalisateurs de cinéma de tous les temps, dans son film JFK. Allez le voir, c'est très intéressant. Et il montre qu'en fait, l'état profond euh, des États-Unis a démarré pendant la Deuxième Guerre mondiale et s'est vraiment déployé dans les années 50-60 avec ce que Eisenhower dénonçait comme étant le complexe militaro-industriel auquel aujourd'hui il faudrait ajouter les médias et la finance. Tout ceci appartenant de plus en plus à une toute petite caste de personnes. Voyez ma conférence avec Pierre Hillard à Nancy de 2013, sauf erreur, ou 2014, pour savoir qui sont ces oligarques et comment ils fonctionnent. Alors, Pierre Hillard donne l'approche métaphysique, religieuse et millénariste. Et je pense qu'il a raison pour une partie. Et moi, je donne l'approche matérialiste, culturelle, et je pense aussi avoir raison. Et ces deux manières de voir les choses s'assemblent. Et moi, je suis terrifié de voir de plus en plus à quel point certaines élites sont menées par des élucubrations millénaristes. Enfin, il y a des gens qui se sont fait un trip mental sur le retour du Messie, des conneries, enfin des trucs de dingue. Mais bon, s'ils sont riches et qu'ils dirigent le monde et qu'ils influencent par la concentration des pouvoirs et des richesses notre monde, et ben voilà. C'est pour ça que comprendre les choses et avoir des hypothèses et des théories, comme sur le 11 septembre, c'est une chose. Ça permet d'éclairer le passé, d'éclairer peut-être même le présent. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le futur. Et en fait, ce qui est intéressant dans le 11 septembre, c'est qu'il nous a plongé dans un monde nouveau. C'est-à-dire que le siècle de 1914, en fait, a été un siècle assez court, même si ça a été un siècle ultra violent. Donc de 1914 jusqu'à 1989, la chute du mur de Berlin. Et puis il y a eu une phase de transition qui est la phase de la chute de l'Union soviétique, donc 1989-1991. Il y a eu 2 ans un peu de flottement, mais enfin la chute du mur de Berlin symbolise très bien le début de cette phase. Et puis cette phase dure pendant 10 ans, jusqu'en septembre 2001, où là, on se remet dans l'impérialisme violent des États-Unis. Alors je lisais, je vous en ferai part dans la revue de lecture de juin pour l'été 2019. Je lisais récemment la nouvelle grille de Henri Laborie, qui est quelqu'un qui avait une vision assez aiguë et pertinente des choses. C'est un grand scientifique français voilà, de l'après-guerre. Et, euh, et qui mentionnait qu'en fait les dominants, que ce soit des individus ou des nations, des cultures, ont tendance à imposer, volontairement ou non, souvent volontairement, leur manière de voir les choses, leur manière de voir le monde, leur manière de donner du sens au monde. Je salue Michel Drac ici, on en a discuté par email d'ailleurs, euh, à ce qui les entoure. C'est-à-dire que l'Empire ne va pas simplement dire, par exemple, prenons le cas de l'Empire romain. L'Empire romain ne va pas simplement dire j'ai conquis la Gaule, je respecte les croyances des Gaulois, je vous laisse continuer vos cultes à vous, à condition que vous payiez vos impôts et que vous acceptiez, de toute façon il n'y a pas tellement le choix, les, les bases militaires romaines sur votre territoire. Non, ça ne s'arrête pas là. On va romaniser par les infrastructures, mais aussi par les routes, etc., la construction de villes, par la colonisation, la mise en place de cités romaines sur le territoire conquis, base militaire donc plus colonisation, mais surtout colonisation mentale par
l'approche des cultures. On va amener la consommation de tels produits, de telle manière de faire, la manière de faire du commerce, la manière de faire... Chaque empire a tendance à faire cela, c'est logique, c'est normal. Même les individus alpha, les individus leaders, vont imposer un petit peu leur manière de faire, et puis les soumis vont calquer le dominant, parce que calquer le dominant veut dire je fais partie de l'équipe gagnante, et donc ça veut dire que s'il y a un conflit, on est avec des plus forts. C'est aussi une stratégie de survie d'un point de vue civilisationnel et d'un point de vue normal. Donc les États-Unis ont mis en place, après-guerre, lorsqu'ils étaient les grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, ont mis en place, commence à faire chaud, euh, la, la, cette dominance culturelle qui est arrivée évidemment avec les GIs au Japon, mais bien sûr aussi en Europe, avec le chewing-gum, le rock'n'roll, la nourriture, cette vision mythique de l'Amérique que chantait en France Johnny Hallyday et plein d'autres chanteurs des années 50, 60 et 70 à travers l'Europe. Et cette colonisation culturelle, alors il n'y a pas vraiment eu de colonisation physique, mais il y a une colonisation culturelle et puis des présences militaires un peu partout, hein. Eh bien, elle s'est accélérée au 11 septembre par un renouveau de l'approche guerrière. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'avoir colonisé et occupé l'Europe et le Japon et la Corée du Sud. Il fallait maintenant avancer pour la full spectrum dominance, qui était un terme militaire euh, mais qui a été amené à la domination industrielle et culturelle. Alors, paradoxalement, pas industrielle, parce que justement, l'industrie américaine a été exportée ailleurs, pour une grande partie, pas entièrement, mais pour une grande partie. Mais clairement, pour l'approche militaro-culturelle, oui. C'est-à-dire que les États-Unis voulaient une dominance totale sur tous les pays du monde, tout le temps. Et leur stratégie pendant la guerre froide de dire nous sommes capables de combattre deux guerres secondaires simultanément ou une guerre mondiale, là c'était non, on va pouvoir combattre toutes les guerres tout le temps contre tout le monde. Guerre industrielle commerciale contre leurs alliés y compris, donc le, 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 le pillage et l'exploitation des Européens, des Japonais, des Asiatiques, du moins la tentative, et des Chinois, ça a moins réussi. Le remplacement des systèmes de domination des entreprises multinationales historiquement européennes, françaises, anglaises, etc., sur les pays en développement, notamment en Afrique, donc les remplacer par des sociétés américaines. Ils ont moyennement réussi parce que là aussi, ce sont les Chinois qui ont fait repris. Mais la dominance culturelle qui a accéléré avec Internet, avec les manières de faire, même le langage, le cinéma, sont devenus des fers de lance du remplacement des cultures. Nous voyons à quel point c'est devenu partout habituel de manger des fast-foods, des hamburgers, des machins. Alors parfois on les adapte. Ça, c'est pas forcément néfaste en soi, c'est juste un mécanisme, c'est comme ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne et c'est à nous d'avoir la liberté de choix, de dire, bah non, McDonald's, j'y vais qu'une fois par an ou qu'une fois par mois, mais pas tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de restaurateurs en disant ah oui, les gens se sont habitués à manger du fast-food, et ben nous on va leur donner du fast-food de qualité, on va transformer, on va faire des hamburgers de gourmet comme on appelle, qui sont aujourd'hui une niche qui marche très très bien dans la restauration. Bref, et puis dans le fast-food, le reste du monde n'est pas en reste, si je puis dire. Les kebabs pour le monde turco-ottoman, musulman, on va dire, se sont répandus dans le monde entier avec des différences de qualité là aussi. Il y a aussi évidemment toute la nourriture type asiatique, les sushis, les machins, ils sont partout, hein. Et puis l'italienne, la pizza et les panini sont partout aussi. Donc on est dans un monde multiculturel assez étonnant d'ailleurs, où en fait parfois les pays conquis vont à la conquête du conquérant. C'est assez, c'est assez intéressant. En revanche, d'un point de vue militaire, là il n'y a pas photo. Les États-Unis, à partir du 11 septembre, ont lancer leur offensive totale sur le Moyen-Orient, en commençant, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, par l'Afghanistan, puis par l'Irak. Et leur idée était, d'ailleurs, le général, le nom m'échappe, il avait commandé les forces américaines lors de l'attaque, là aussi scandaleuse et agressive, qui était un peu un prémisse à tout ça, contre les Serbes au Kosovo, qui en fait étaient les victimes des Kosovars. Mais bon, voilà,
Là aussi, l'histoire nous est racontée par ceux qui tiennent la narration, donc euh, c'est pas la réalité. Elle ne reflète pas la réalité ni la vérité. Donc, il nous disait que les États-Unis voulaient faire, je crois, 11 guerres, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Libye. Après, je crois qu'il y avait le Soudan, il y avait toute une série. Et en fait, c'était pour mettre en place une dominance. Alors, là aussi, on peut imaginer que les lobbies saoudiens et israéliens avaient une convergence vers cet objectif de du remodelage complet du Moyen-Orient euh, pour, cas optimiste, faire entrer le Moyen-Orient dans la globalisation et dans les marchés libéraux ouverts et donc avec la liberté des femmes, le LGBTisme, le globo-homo, tout ça qui allait venir, qui vient aujourd'hui et qui arrive en force en Europe, alors que c'est contraire à l'anthropologie. Donc à mon avis, ça ne marchera pas et c'est peut-être le pont trop loin de la stratégie globaliste. On peut nous poser beaucoup de choses on peut nous apporter beaucoup de choses en titillant nos envies de consommer, nos envies de narcissisme et de narcissisme marchand. Mais la sexualité, elle est quand même, je veux dire, quand on commence à parler homosexualité aux enfants, etc., là, ça touche des trucs qui amènent le rejet assez viscéral et total. On verra. Je pense qu'ils sont allés trop loin là et que c'est l'erreur fatale. En revanche, au Moyen-Orient, voilà, ça c'était aussi potentiellement dans le meilleur des cas cet objectif qui marche en partie à Dubaï, à Abu Dhabi, parce que ce sont des pays très très riches, mais qui ne marchent pas par exemple et qui refusaient à juste titre en Arabie Saoudite pour des régions, on peut dire, moi je suis très critique sur l'islam, et on peut dire tout ce qu'on veut sur l'islam, mais au moins, en tout cas de manière officielle, après il y a de l'hypocrisie, ça c'est les hommes. Ça, on peut pas que le fait que beaucoup de Saoudiens soient hypocrites avec leur religion n'est pas la faute de la religion. Il faut au moins admettre ça. Mais enfin bref, l'Arabie Saoudite et la religion islamique refusent ces dégénérescences euh, qui, de l'ordre, s'ils sont tolérables, à mon avis, et personnellement ne me dérange pas, dans l'ordre privé, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher avec qui tu veux, à partir du moment que ce sont des adultes consentants, eh bien, même si dans l'islam, la notion d'adulte est beaucoup plus jeune qu'en Occident, par exemple, bien que au Moyen Âge, hein, on était adulte à 12 ans. 12, 13 ans, c'était adulte, même dans la loi. Allez voir la loi anglaise sur l'âge de mariage. Une fille peut se marier à 12 ans dans le common law anglais. Alors, ou dans le pire des cas, c'est le chaos et la domination brutale. Voilà, donc vous voyez mais enfin, cette domination, elle devait se faire. Et le 11 septembre a été le démarrage de ça. Et, et avec du recul, alors il y a deux écoles de pensée là, je crois. Il y a ceux qui disent ça a été un grand succès pour les États-Unis, parce qu'au fond, pour quelques dépenses, ils ont mis en place quelques pertes humaines dont ils n'en ont rien à foutre sur des soldats du Kentucky. Ils ont mis en place un système qui a en tout cas permis d'obtenir des milliards de dollars pour des entreprises privées. Donc ça a été un moyen de piller non seulement l'Irak et l'Afghanistan, mais de piller les contribuables américains et leurs enfants et les générations futures par la création de dettes pour payer ces guerres néfastes. Et l'autre école dit non, c'est un échec puisqu'ils ont créé une haine envers les États-Unis terrible, y compris dans leurs alliés européens et asiatiques. Ils ont montré leur vrai visage de dominateurs sans scrupules. Ils ont montré leur soumission partielle à Israël et l'Arabie Saoudite. Et ils ont ouvert les vannes à la grande catastrophe qui est l'immigration massive qui surtout se déverse en Europe, mais aussi aux États-Unis, venant pas seulement du Moyen-Orient, mais d'ailleurs. Et ils ont mis en place un engrenage de processus de globalisation extrêmement néfaste qui n'est plus aimé par les peuples. Il faut savoir que la globalisation n'est pas nouvelle, et celle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale était en immense majorité appréciée par les populations européennes, et même, je pense, japonaises, sur un certain aspect. Les États-Unis ont euh, protégé, si on veut dire, ont mis en place un protectorat sur l'Europe et le Japon qui, bah, on peut regretter le manque de souveraineté des pays européens et japonais, mais qui a
permis un environnement de prospérité et de croissance qui était apprécié. Et puis, il faut le dire, beaucoup de gens appréciaient la culture américaine. Moi-même, j'aimais la qualité des produits américains dans les années 70-80, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a cette haine qui s'est mise en place vers les États-Unis, qui avait été cristallisée sous Bush, c'est pour ça qu'ils ont absolument poussé pour Obama, mais la politique n'a pas changé. Et donc Obama s'est discrédité à la fin, et Trump essaye de changer, mais il fait face à des obstacles de ce marécage, de ce marigot terrible de Washington et de New York, très très compliqué pour lui. Alors, qu'est-ce que nous apprend, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 11 septembre? C'est qu'il faut faire très très attention aux images chocs, aux événements chocs. Lorsqu'on voit quelque chose qui nous touche dans nos émotions, il faut se pincer, il faut se dire, attends, qu'est-ce qu'on essaie de... Pourquoi ça se passe? Pourquoi on arrive tous là? Moi, ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, par exemple, c'est toujours de dire, quand quelqu'un te dit quelque chose, réfléchis à qui c'est, quelles sont ses origines et sa culture de base, pourquoi il te dit ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir de toi, et qu'est-ce qu'il essaye de provoquer comme comportement chez toi. Déjà, ces 5 trucs, ça permet de réfléchir par soi-même. Parce que moi j'aime dire, et vous le savez depuis toujours dans mes livres, j'aime dire, réfléchissez par vous-même. Oui, sauf que vous-même, être manipulable de manière subliminale, de manière émotionnelle. Donc parfois, votre réflexion, ce n'est pas une réflexion. En fait, c'est un- c'est une réaction émotionnelle. Et ces grands chocs comme le 11 septembre sont des moyens de court-circuiter votre cerveau, de vous provoquer des émotions de haine, qui petit à petit vous amènent vers un objectif. Par exemple, aujourd'hui, il est clair que l'islamisation de l'Europe a comme conséquence la guerre horizontale entre les Européens et les musulmans. C'est évident. Et les autres immigrants africains, etc. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? Je pense que de plus en plus, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui était voulu, qui était planifié. Pas depuis les années 70. Ça, au début, c'était vraiment pour de la main-d'œuvre bon marché, etc. Mais à partir du moment, à partir des années 90, on s'est dit, ah, on a cette option. Et à partir des années 2000-2010, on s'est dit, ouais, on a jackpot. Le jour où les populations européennes vont devenir populistes et vont s'énerver contre le globalisme et contre les élites oligarchiques, ben, on a la carte à jouer de la guerre raciale, la guerre religieuse, en tout cas en Europe, évidemment pas au Japon. Euh, c'est une carte que l'Empire va jouer contre nous. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on doit faire copain-copain? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Mais en tout cas, on peut comprendre ces choses. Donc, méfiez-vous de ces grands chocs, méfiez-vous de ces grands événements. On essaie souvent de vous manipuler et donc pour réfléchir par soi-même, il faut vraiment voilà, aller voir derrière les coulisses, derrière le rideau, derrière la scène. Et c'est pas facile. Et Noam Chomsky, que j'avais interviewé, nous le disait depuis de nombreuses années, il faut faire très très attention à cette manipulation médiatique, culturelle, événementielle. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup de ces événements sont créés, sont voulus. Je veux dire, Conchita Wurst qui gagne l'Eurovision, c'est voulu, c'est un plan. Et puis, avec un peu de chance pour ces élites, à force de faire des événements, ensuite les événements se créent par eux-mêmes. À force de créer, à force de pousser ou même d'organiser des attentats terroristes, au bout d'un moment, ils créent des terroristes qui font des attentats par eux-mêmes. Parfois, il ne faut pas les pousser beaucoup. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut faire très très attention aux chocs. C'est pour ça que dans l'approche du survivalisme, on se met en arrière, on se met en retrait et il y a une partie un petit peu attentiste, mais on crée des réseaux et ça, ce sera le grand travail que je vais mettre en place, en tout cas d'essayer de théoriser, ou plutôt de résumer les grandes théories qui existent dans le passé. Il y a énormément de livres qui parlent de ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, de théoriser les grandes stratégies de, de mise en place de réseaux pour résister, pour mettre en place de la résistance et donc de lier les différents survivalistes entre eux, mais non pas de manière centralisée, de manière complètement décentralisée. Mais on en reparlera, c'est un vaste sujet, ça méritera des dizaines de vidéos et peut-être même des bouquins, on ne sait pas. À très bientôt, préparez-vous et je rappelle que
L'autre vidéo qui correspond, la première partie de celle-ci, est sur mon Patreon, dont je mettrai le lien ici en bas. C'est 1 $ par mois pour être abonné à ma chaîne Patreon. C'est pas très cher, c'est la moitié d'un café, ça vaut la peine. Allez, à bientôt.